Bonsoir, nous venons de le suivre en direct. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin a présidé la veillée religieuse au mausolée Mohamed V à Rabat à l'occasion du 26e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme. Sa Majesté le roi a été accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. Ce dimanche, donc 9 Rabi 2 1446 de l'Hégire marque la commémoration du 26e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. À l'occasion de se remémorer l'œuvre grandiose d'un roi bâtisseur au service de la patrie, des justes causes, de la Oumma arabo-islamique et de la paix et la sécurité mondiale. Imen Abou. Le 26e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, un moment solennel pour rendre un vibrant hommage au fondateur de l'État moderne et au roi bâtisseur, qui avait marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du royaume. Dès son intronisation en 1961, feu Sa Majesté Hassan II a scrupuleusement respecté les jalons posés par son vénéré père, feu Sa Majesté Mohamed V, et en a cimenté les fondements pour se lancer dans des œuvres d'édification et d'unification qui ont conféré au Maroc une position privilégiée au sein du concert des nations et lui ont permis de consolider sa stabilité, de s'engager sur la voie du développement et de parachever son intégrité territoriale. La clé de voûte de ce glorieux processus de parachèvement de l'intégrité territoriale fut son conteste l'organisation, le 6 novembre 1975, de la glorieuse Marche verte, une œuvre pacifique et une épopée mémorable inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'humanité. L'artisan de la Marche verte a, depuis les premières années de son règne, pris conscience de l'importance d'édifier une économie nationale indépendante, solide et résiliente, initiant en 1966 la politique des barrages dont il avait fait son chantier de règne. À l'échelle internationale, le charisme, la perspicacité et l'ouverture d'esprit de feu Sa Majesté Hassan II lui ont valu le respect et l'admiration des dirigeants et chefs d'État. Sous sa sage conduite, le Maroc s'est forgé une place de choix dans le concert des nations. Il a pu faire entendre sa voix dans les différents forats internationaux et a joué un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régionaux et internationaux. Et en sa qualité de commandeur des croyants, le regretté souverain ne cessait de plaider et d'œuvrer pour l'unité des rangs de l'ensemble de la Oumma islamique devant les dangers qui guettent la terre de l'islam. En commémorant le 26e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, le peuple marocain rend hommage à la mémoire d'un grand roi bâtisseur qui a permis au Maroc d'entrer de plein pied dans l'ère de la modernité. Retour sur le temps fort de la semaine qui s'achève, l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e législature. Une ouverture présidée vendredi en fin d'après-midi à Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le souverain a été accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, et de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. À cette occasion, Sa Majesté le roi a prononcé un discours devant les membres des deux chambres du Parlement, dans lequel le souverain a évoqué les derniers développements de l'affaire du Sahara marocain. Sa Majesté le roi s'est félicité de la position de la République française, qui soutient la souveraineté du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara et qui appuie l'initiative d'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale marocaine, comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel. Cette évolution positive qui fait prévaloir le bon droit et la légitimité par la reconnaissance des droits historiques du Maroc est portée par un grand pays doté du statut de membre permanent au Conseil de sécurité et reconnu comme un acteur influent de la scène internationale, a assuré le souverain. Sa Majesté le roi s'est également félicité de la reconnaissance de pays influents également membres permanents au Conseil de sécurité comme les États-Unis d'Amérique et la France, ainsi que de la position de l'Espagne, ami qui connaît bien les ressorts cachés de cette affaire.
et dont la position a une forte résonance politique et historique. Le souverain a saisi cette occasion pour affirmer que la prochaine étape exige de tous un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position de notre pays. Sa Majesté le Roi a appelé à ce titre les deux chambres du Parlement à plus de coordination à ce sujet en mettant en place des structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés et en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l'occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation aux forums régionaux et internationaux. Par la suite, Sa Majesté le Roi, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a reçu M. Rachid Talbi Alami qui a présenté au souverain le bilan des travaux de la Chambre des représentants au titre de l'année législative 2023-2024, ainsi que d'autres publications de la Chambre. Sa Majesté le Roi a également reçu M. Namamiara qui a présenté au souverain plusieurs publications portant sur le bilan des travaux de la Chambre des conseillers au titre de l'année législative 2023-2024. Le souverain a par la suite reçu M. Moustapha Beitas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l'action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la 3e année législative de la 11e législature. Sa Majesté le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l'honneur des membres des chambres des représentants et des conseillers à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 11e législature. Place au décryptage des grandes lignes du discours royal fait par notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Sa Majesté le Roi souligne que le dossier de notre intégrité territoriale est passé de l'étape de gestion à la dynamique de changement. Cela induit une rupture avec l'approche réactive à la faveur d'une logique de prise d'initiative, de fermeté et de proactivité. Concrètement, comment cette démarche prend-elle forme? D'abord, cette première observation, c'est un calendrier institutionnel qui est prévu par la Constitution. Le souverain, donc, préside l'ouverture de la session deuxième vendredi d'octobre. En l'espèce, le souverain a parlé exclusivement de la question nationale. C'est intéressant à relever. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un contexte, lequel, vous savez que le mois d'octobre, traditionnellement, est consacré à l'examen de la question nationale au Conseil de sécurité. C'est le cas aujourd'hui. Vendredi dernier, c'était au niveau du Conseil de sécurité, une réunion informelle pour faire le point sur les problèmes de la MINURSO, notamment le financement. Le 16 octobre courant, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est un rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui va être soumis aux autres membres du Conseil de sécurité. Et à partir du 16, va être enclenchée une procédure donc de préparation d'un avant-projet de résolution. À noter ici que l'avant-projet de résolution est traditionnellement préparé par les États-Unis, qui sont donc le porte-plume, si je puis dire, de ce projet de résolution. Maintenant, pour ce qui est du discours royal, évidemment, il est important. J'y vois, si vous le permettez, une rétrospective des 2 dernières décennies. Une rétrospective historique. Dans un premier temps, le souverain a dit nous étions confrontés donc à la gestion de ce dossier national et donc il fallait y faire face de divers moyens, etc. Et donc maintenant, c'est une nouvelle séquence depuis plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, depuis avril 2007, avec le dépôt par le Maroc d'un plan d'initiative au Conseil de sécurité. Donc c'est intéressant, ça fait près de 2 décennies. Donc c'est une séquence différente, séquence qui n'est plus seulement de gestion, mais d'initiative. Ce n'est plus la réaction comme on a fait pendant un certain nombre d'années, c'est une position proactive, c'est-à-dire on sort, on se défend et il y a une mobilisation de la diplomatie nationale sur ce plan-là avec des initiatives qui ont porté leurs fruits. Le souverain l'a dit, il a dit aujourd'hui logique de prise d'initiative, de fermeté, de proactivité. C'est intéressant le choix des mots. Fermeté, oui. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que voici 3-4 ans, nous avions une crise ouverte avec un certain nombre de puissances occidentales, en particulier l'Espagne, la France, l'Allemagne.
Donc cette politique de fermeté a donné les résultats escomptés et nous en sommes là. C'est ça qui donne aujourd'hui à la position marocaine cette crédibilité, cette consolidation sur la scène internationale. Et c'est donc un discours royal mobilisateur à forte teneur diplomatique. Sa Majesté le Roi y trace et fixe les orientations stratégiques de son action pour la défense de la cause nationale. Dans un contexte d'évolution positive marqué par des progrès significatifs réalisés par le Royaume au sujet de la question nationale, Sa Majesté le Roi appelle à une mobilisation continue de tous les Marocains pour consolider ses acquis. Iman Ablou. De la gestion à la fermeté et la proactivité, le dossier du Sahara marocain vit au rythme d'une dynamique à la fois sur les plans internes et externes. Le discours royal met en relief la démarche novatrice prônée par Sa Majesté le Roi au sujet de l'intégrité territoriale. Une démarche empreinte de détermination et de sérénité. J'avais affirmé, dès mon accession au trône, notre ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l'intérieur comme à l'extérieur et couvrant tous les volets du dossier. En la matière, j'avais également appelé à sortir de l'approche purement réactive en faveur d'une logique de prise d'initiative, de fermeté et de proactivité. Le discours royal met ainsi en avant les acquis du Maroc à cet égard, qui se renforcent de jour en jour. Comme en témoigne la récente position de la France, soutenant clairement la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Les reconnaissances successives par les grandes puissances mondiales de la souveraineté du Royaume sur son Sahara se renforcent et se consolident. En témoigne la position des États-Unis, celle de la France, de l'Espagne, des pays d'Amérique latine, des pays arabes et africains, et plus récemment des pays scandinaves comme le Danemark et la Finlande. C'est une reconnaissance éclatante de la légitimité de la cause nationale et de sa justesse. Une dynamique politique et diplomatique vertueuse qui se conjugue à la dynamique économique et sociale dans les provinces du Sud. Des provinces en passe de devenir une plaque tournante en vue d'une intégration régionale et continentale. Sa Majesté le Roi a insisté sur l'importance des projets structurants au niveau du continent, comme le méga-projet du gazoduc Maroc-Nigeria, ou encore l'initiative atlantique en faveur des pays du Sahel. C'est un signal fort et prometteur de l'expression d'une réalité. Le Maroc ne se contente pas de travailler ses intérêts, mais il sert aussi l'agenda de son environnement régional et continental et veille au respect de la légitimité internationale. La démarche éclairée du souverain dépasse ainsi le seul intérêt national pour épouser une dimension continentale, dans le respect des constantes historiques et des fondamentaux de la nation. Professeur Oshimi, autre message d'une grande importance émis par le souverain, le soutien franc et grandissant apporté par de grandes puissances mondiales à l'initiative d'autonomie, notamment la France, qui appuie l'intégrité territoriale du Royaume aux côtés de plusieurs autres pays, notamment les États-Unis, l'Espagne, ainsi que plusieurs pays nordiques. Quelle lecture faites-vous de cet élan sans précédent sur la scène internationale autour du Sahara marocain? Peut-être cette question... On juge une politique ou une diplomatie au résultat qu'elle donne. C'est extrêmement important. En l'espèce, il faut bien relever que les résultats sont extrêmement importants. C'est-à-dire que cette politique de mobilisation, de reprise d'initiative sur tous les plans, etc., a donné donc des résultats probants. Attestés par quoi? Attestés par la reconnaissance par l'administration américaine en décembre 2020 de la souveraineté marocaine, c'est les provinces sahariennes, c'est extrêmement important, c'est la première puissance mondiale. Ajouter à ça aussi une réévaluation de la position d'un certain nombre de puissances importantes sur la question nationale. Je pense évidemment à l'Espagne, c'est extrêmement important, puisque il y a eu ce qu'il y a eu, j'y reviens pas, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation privilégiée, telle ancienne que le souverain, dans son discours au Parlement avant-hier, a dit l'Espagne amie. C'est la seule qualification d'amitié qui était donnée à un pays. Il faut le relever. Également la France, où il y a une normalisation et un réchauffement, attesté aujourd'hui par la réitération de la position de Paris sur la question nationale, et que ça va être couronné
on le sait, par la visite du président Macron à la fin de ce mois-ci, sans oublier l'Allemagne, où la position est également intéressante. Et d'ailleurs, le souverain est invité par le chef d'État allemand en visite d'État en Allemagne depuis 3 ans, c'est extrêmement important. Et puis, autre point aussi, les pays nordiques. Traditionnellement, les pays nordiques étaient réservés à l'endroit de la question nationale pour de multiples raisons culturelles, sociopolitiques, etc. C'est connu. Donc, nous avions des difficultés avec ces pays nordiques. Or, voilà une évolution intéressante, un glissement significatif de la position de ces pays nordiques, attesté par quoi? Attesté par la position du Danemark et de la Finlande ces 2 derniers mois. Août et septembre, c'est vraiment important. Il reste maintenant la Suède et la Norvège. Je ne doute pas que la position de ces 2 pays scandinaves que j'ai évoqués, Danemark et Finlande, puisse conduire ces 2 autres pays nordiques à une réévaluation de leur position. En tout cas, il y a moins d'hostilité que par le passé, sans oublier évidemment une lame de fond et une maturation de la question nationale dans d'autres enceintes, dans d'autres organisations. Je pense au progrès de la cause nationale en Amérique latine, extrêmement important. En Afrique, évidemment, c'est connu, la position marocaine est extrêmement confortée et elle est majoritairement soutenue par les membres de l'UA. Et puis la position européenne. Nous sommes aujourd'hui à 19 pays membres de l'Union européenne sur 27 qui soutiennent la souveraineté marocaine et le plan d'autonomie. Donc c'est extrêmement important. Au total, une diplomatie de mouvement, de mobilisation, elle donne les résultats, mais il faut continuer. Et le progrès de la première cause marocaine, le Sahara marocain, est d'ailleurs au cœur des initiatives continentales stratégiques lancées par le souverain Sa Majesté le Roi, fait allusion dans son discours, notamment au projet du gazoduc Nigeria-Maroc, de l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Dans quelle mesure cette dimension continentale traduit-elle la place de choix qu'accorde le souverain à l'intégration et au développement régional et continental à la lumière de la dynamique vertueuse qu'enregistrent nos provinces du Sud? Vous avez raison de le relever. La question nationale est une cause nationale de mobilisation de tous les Marocains autour de leur souverain. Mais c'est plus qu'une question nationale. Et je vois que la valeur ajoutée de la présentation, de la mise en perspective de la question nationale du Sahara marocain, c'est le fait d'intégrer cette question-là dans une politique et une approche géostratégique continentale, laquelle, c'est à partir du développement des provinces sahariennes que le Maroc escompte donc mettre sur pied des pistes et des vecteurs de coopération sud-sud. C'est attesté par, évidemment, l'initiative atlantique du souverain, vous le savez, il y a 1 an, intéressant la façade atlantique et des problèmes et des projets d'intégration, de coordination. Également, la connexion des 4 pays sahéliens donc à l'espace atlantique avec des propositions marocaines. C'est ça qui donne cette particularité à la question nationale et qui est un argument diplomatique de premier choix dans notre diplomatie. C'est qu'au-delà de la récupération du recouvrement de l'intégrité territoriale, il y a un Maroc, il y a un Sahara marocain qui est un vecteur de coopération et de promotion de coopération avec le Sud en particulier. Je remercie professeur Moustapha Sahibi pour tous ces éclairages. Direction les États-Unis, où l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a présidé hier une rencontre avec la communauté marocaine établie au Massachusetts, dans le nord-est américain. L'ambassadeur s'est focalisé sur la teneur du discours de Sa Majesté le Roi à l'ouverture de la session d'automne du Parlement, soulignant les progrès significatifs réalisés par le Royaume au sujet de la question nationale et appelant à une mobilisation continue de tous les Marocains pour consolider ses acquis. M. Amrani a notamment évoqué le soutien croissant à l'initiative marocaine d'autonomie ainsi qu'à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire de la part d'États influents, y compris les États-Unis, soulignant que ces avancées diplomatiques témoignent de la justesse de la cause marocaine. La rencontre a également été l'occasion d'aborder les opportunités de développement économique offertes par le Maroc et plus particulièrement ses provinces du Sud, un hub régional prometteur et un pont entre le Maroc et sa profondeur africaine. L'ambassadeur a mis en exergue l'appel du souverain
quant à l'importance cruciale de l'unité nationale et de la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour relever les défis futurs et saisir les opportunités qui se présentent au Maroc dans un monde en constante évolution. Sport football à présent avec cette écrasante victoire de notre 11 national face à la Centrafrique. Hier soir, Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont largement imposés face à leurs adversaires avec un score de 5-0. Une brillante performance signée au stade d'honneur d'Oujda en match de la 3e journée du groupe B des éliminatoires africaines de la CAN 2025. Pour ce match, le Maroc a aligné une formation légèrement remaniée avec la titularisation des nouveaux venus Youssef Belamri et Jamal Harkas. Solides leaders de leur groupe, les Lions de l'Atlas ont ouvert le score dès la 18e minute grâce à un but d'Absamad Zelzouli avant que Zdino Lahi ne double la mise à la 38e minute. L'équipe nationale inscrira 2 autres buts grâce à Achraf Hakimi puis Zdino Lahi qui conclut le festival des buts marocains en première période. Mardi prochain, le Maroc sera opposé au même adversaire et ce sera sur la pelouse toujours du stade d'honneur d'Oujda pour le compte de la 4e journée. Les couleurs du ciel maintenant avec d'abord les hauteurs des pluies des dernières 24 heures. 26 mm ont été relevés à Al-Husseima et Jadida, 19 à Taza, 18 du côté de Fès, 15 mm à Ifrane. Il est tombé 14 mm de pluie à Marrakech, 12 à Nador, puis 10 mm observés à Taroudin, Safi et Sabira. Ce temps humide est visiblement parti pour durer. Retenez cette alerte de la météorologie nationale. Des averses comprises entre 30 et 50 mm intéresseront jusqu'à 23h ce soir les provinces de Srarna, Al-Haouz, Chichawa, Marrakech, Rhamna, Tinrir, Ouarzazate, Taroudant, Tata et Assazak. Ces pluies devront déborder dès minuit ce soir et pendant toute la journée de demain, lundi, vers Tinrir, Midelt, Rachidia, Zagora, Ouarzazate, Tata et Taroudant. Des averses orageuses allant de 40 à 60 mm balayeront ces provinces. Et avant de vous quitter, je vous propose d'apprécier cette expérience artistique plutôt inédite. Ça se passe à Rabat, à bord d'un bateau-musée amarré sur les rives du Bourg-et-Greg. Les Herbati y embarquent en nombre depuis vendredi pour apprécier une exposition immersive totalement gratuite. L'expo intitulée Présente s'inscrit dans le cadre du festival itinérant Art Explora qui offre à plusieurs milliers de visiteurs une expérience culturelle inclusive et collective. Hamza Salih, Abir Melouki et Zakaria Moukinbila. C'est à la marina de Rabat que le bateau-musée La Méditerranée a largué les amarres. Ce navire particulier présente un concept novateur, un festival culturel gratuit et itinérant, Art Explora. À bord, les visiteurs entreprennent un voyage multimédia autour d'une odyssée artistique en Méditerranée. Après Tanger, le bateau-musée fait escale à Rabat pour une semaine d'expériences artistiques, culturelles et sociales. Un voyage qui se poursuivra dans tout le pourtour de la Méditerranée de 2024 à 2026, en sillonnant les côtes de 15 pays. Les visiteurs à Rabat auront l'occasion de visiter le bateau-musée, cet immense catamaran voilier qui mesure près de 48 mètres de long avec un mât de 50 mètres de haut. À son bord, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir et de vivre des expériences culturelles tout à fait nouvelles. Un voyage sonore en Méditerranée avec des casques. Vous plongez, vous fermez les yeux, vous êtes dans un transat et là vous voyagez avec les sons de la Méditerranée, les animaux, la mer, etc. Art Explora propose une exposition diversifiée intitulée Présente, conçue en collaboration avec le musée du Louvre. L'idée est de mettre en exergue les figures féminines à travers différentes époques et civilisations méditerranéennes. Les initiateurs de ce festival ont cherché à capter l'essence de l'histoire des arts relative aux représentations de la femme dans la Méditerranée à travers des expressions artistiques diverses. J'ai apprécié le concept, nous avons appris beaucoup de choses. C'est l'avantage de ce genre d'expérience culturelle et artistique.
Le Festival pour le dialogue des cultures promet au public de Rabat des expériences humaines et culturelles enrichissantes. Le festival prévoit aussi des activités organisées dans divers lieux à Rabat, performances artistiques, ateliers et projections cinématographiques en accès libre et gratuit jusqu'au jeudi prochain. Et voilà, c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.